Bonjour à tous, je suis Sylvain Landreau, responsable de la multigestion chez Ports par Gestion. Et je vous retrouve pour faire le point sur le premier trimestre de l'année 2023. Merci à ceux qui nous suivent régulièrement et bienvenue aux nouveaux auditeurs. Je vous propose de nous arrêter une dizaine de minutes, comme à chaque fois, pour parler des performances de nos profils, de l'allocation actuelle, du top et flop 3 des supports, de nos derniers mouvements et enfin des perspectives à venir. Concernant les performances, on débute l'année 2023 sur des performances nettes de tous les frais de plus 3,06 sur le profil dynamique, dont l'exposition action à fin mars est de 80%, plus 1,46 sur le profil équilibré qui a une exposition action de 43%, et moins 0,18 sur le profil prudent exposé à hauteur de 19% aux actions. Au 31 mars 2023 et depuis la création en 2011, la performance analysée nette de tous les frais est ainsi de 3,4 pour le dynamique, 2,2 pour l'équilibré et 1,1 pour le prudent. Sur notre positionnement actuel, en termes d'allocation, à fin mars, le profil équilibré est donc exposé à hauteur de 43% en actions, 53% en obligations et 4% en fonds alternatifs. Le profil de risque a très légèrement augmenté par rapport au trimestre précédent en désensibilisant notre exposition aux actifs alternatifs. On les a réduits de 4%. Et on a augmenté une nouvelle fois les obligations de plus 4. En fait, cette augmentation du risque n'est pas liée au risque idiosyncratique de chaque support, mais c'est la corrélation entre nos supports qui a augmenté. On détaillera cette opération et les autres un peu plus loin dans le podcast. Je vous rappelle que le profil équilibré peut monter jusqu'à 60% actions et descendre à 20% au minimum. En termes de choix d'allocation, dans les catégories, on a une légère surpondération sur les actions, puisqu'on est juste au-dessus de la neutralité, plus 3% au-dessus. Au sein des actions, on a une préférence sur les gestions défensives et value. Aux US, 70% value et 30% croissance. Dernièrement, l'actualité financière a rabattu un peu les cartes et favorisé la croissance. Donc on sera attentif à notre exposition. Les tout derniers chiffres aux États-Unis montrent à nouveau un essoufflement de l'économie, surtout dans les activités manufacturières. Donc ça, c'est plutôt propice aux valeurs de croissance. Et deuxième point, la faillite de la SVB a mis un coup de pression sur le secteur bancaire qui intègre le secteur de la value et qui a fait baisser les taux souverains. Baisse des taux souverains favorise également la croissance. Donc à voir. En Europe, on est 100% blend. D'un point de vue géographique, on préfère toujours les actions européennes pour des questions cette fois-ci de dynamique de résultats et d'avancer dans le cycle économique. Les résultats publiés pour la fin 2022 militent plutôt pour une mise en avant des sociétés européennes. Les dernières révisions sur les perspectives bénéficiaires pour 2023 ont globalement été baissières sur toutes les zones, mais la zone euro est celle qui résiste le plus, moins 0,4% contre moins 4% pour les US en termes de révision. Le consensus s'attend maintenant à une croissance des bénéfices 2023 de 6,4% pour l'Eurostoxx et de seulement 1,7% pour le S&P 500. Sur la valorisation, on considère qu'il y a une légère décote sur les actions européennes en comparant les deux zones sur les 5 dernières années, mais cette décote, elle s'est quand même réduite sur les derniers mois. On a renforcé nos positions sur les small et mid caps en augmentant notre exposition à l'Europe, plus 3, et en restant ISO aux États-Unis. On a mis en pratique notre constat mentionné dans le dernier podcast, à savoir une classe d'actifs qui est délaissée par les investisseurs et qui devrait retrouver des couleurs dans les prochains mois. Sur les obligations, notre pondération a augmenté de 4% et au sein des obligations, on maintient notre préférence pour le risque des crédits, d'abord sur les subordonnées financières, dans une moindre mesure sur la dette high yield corporate et la dette d'entreprise dans les pays émergents qu'on remet progressivement en avant. On verra ça dans les mouvements ensuite. Sur les subordonnées financières, il y a eu des derniers événements concernant Crédit Suisse qui ont vraiment challengé notre avis positif. La décision des autorités suisses de réduire à néant les positions d'AT1 avant les actionnaires aurait pu remettre en cause notre vision sur la classe d'actifs. On a été rassuré par les derniers communiqués des autorités européennes et par une prime de risque des AT1 des banques européennes qui reste à un niveau élevé. Le yield to worst à fin mars était de 11,4%. Par contre, on reste vigilant et je vous invite à lire notre communication sur le sujet si vous voulez plus de détails. Le papier qui s'appelle Crédit Suisse, une crise de confiance, pour l'interrogation.
En complément des obligations, on conserve des supports en gestion alternative, mais on a allégé ces positions de 4% sur le trimestre. Sur les devises, nos portefeuilles sont investis sur le dollar à travers des positions sur les actifs américains ou en USD. Cette exposition représente 8% dans le portefeuille équilibré. Maintenant, je vous propose de nous arrêter sur les meilleurs et moins bons fonds. Donc dans le top 3, nous avons Comgest Grosse Europe qui progresse de 13,62%. Le caractère croissance et qualité du fonds, ont bien profité sur cette période. Ces styles ont bien progressé et excluent de fait le secteur bancaire qui a été particulièrement chahuté. SVB aux États-Unis, puis Crédit Suisse en Europe. Nous pouvons citer les 3 premières positions du fonds, Novo Nordisk dans la santé, ASML dans la technologie, LVMH dans le luxe, qui ont progressé respectivement de 16, 24 et plus 24%. Le deuxième fonds, c'est le fonds de chez BlackRock, le BGF Euro Markets, qui progresse de 12,23%. Ce fonds partage en fait les 2 premières positions qu'on a citées précédemment sur Comgest, LVMH et ASML. La troisième, Schneider, n'a pas démérité non plus puisqu'elle progresse de 17%. Enfin, Franklin US Opportunities progresse de 10,29%. À l'image des exemples précédents en Europe, les valeurs de croissance aux États-Unis ont profité d'un contexte bancaire difficile et du fameux flight to quality qui a généré une baisse des taux favorables à ces valeurs de croissance. Par exemple, le taux souverain 10 ans aux US est passé de 4 à 3,46%. Dans les flops, on retrouve le fonds Lazard Capital Phi qui baisse de 9,87% à cause de ces détentions de titres AT1 Crédit Suisse dans le portefeuille et de la contagion sur le reste de la classe d'actifs. Je vous invite à lire aussi notre communication si vous voulez voir les impacts au sein de nos profils sur cet événement exceptionnel de par son ampleur et sa résolution. Le deuxième fonds, c'est le fonds EDR Financial Bonds qui perd 2,43%. Le fonds est également investi sur les AT1, mais son exposition plus réduite, maximum 50% sur les AT1, et la pondération marginale en Crédit Suisse ont limité sa baisse. Sur le troisième flop, c'est le fonds chinois Alliance China A-Shares qui baisse de 1,72. La réouverture de l'économie chinoise a eu un effet moins dynamique comparé à ce qui s'était passé dans les pays développés. Et celle-ci s'est reflétée également sur les marchés actions qui peinent à reprendre des couleurs. En termes d'effet de change sur l'euro-dollar, on n'a pas eu trop d'impact sur nos allocations ce trimestre. L'euro a progressé de 1,25 contre le dollar. Il a donc eu un effet légèrement négatif, étant donné que nous sommes exposés à des actifs en USD non couverts. Maintenant, sur nos mouvements, sur le dernier trimestre toujours, on a réalisé 4 arbitrages début février. Donc on a vendu le fonds Candrien Absolute Return Equity Market Neutral sur la gestion alternative pour renforcer les obligations. On voit même que sur les taux au jour le jour, suite à la dernière hausse de la Banque Centrale Européenne, le 16 mars elle a augmenté ses taux directeurs de 0,5%, les taux au jour le jour sont à 3%. Donc la classe d'actifs redevient intéressante. En deuxième arbitrage, comme je vous l'indiquais, on a renforcé les small limit caps et les small limit caps européennes. Les dernières publications de résultats des petites et moyennes valeurs ont été de bonne facture. Pourtant, on a enfoncé des nouveaux points bas historiques de valorisation par rapport aux bigs. Troisième arbitrage, on a initié une position sur les actions japonaises. Il y a un environnement macro-micro qui est relativement bon par rapport aux autres pays. Et là aussi, il y a une décote de valorisation très attractive. On choisit un support couvert du risque de change euro-yen. Pourquoi? Puisque comme les taux courts sont plus élevés en zone euro qu'au Japon, cette couverture va nous rapporter du supplément de performance. Enfin, on a renforcé les obligations émergentes, puisqu'on devrait assister dans les mois à venir à un ralentissement de la politique de remontée de taux de la part de la Fed, et donc à un affaiblissement du dollar contre les devises, notamment émergentes. Si maintenant on conclut sur la situation et les perspectives, eh bien après un pic observé début mars sur les taux, les événements sur les banques ont provoqué un flight to quality que nous n'avions pas observé depuis longtemps. C'est cette fameuse volonté des banques centrales de réduire l'inflation à tout prix. Alors cette fois-ci, durant quelques jours, ça a déclenché des anticipations de baisse des taux de la Fed
qui n'a finalement pas eu lieu. Aussi, de début mars au 31 mars, nous avons observé des baisses jusqu'à 1% sur la courbe des taux aux US. Le 2 ans est par exemple passé de 5 à 4. Et jusqu'à 0,6 en Allemagne, le 4 ans est passé de 2,9 à 2,3%. Dans ce contexte, les spreads sur les obligations corporate se sont tendus à la mi-mars avant de retrouver des niveaux inférieurs par rapport à la fin d'année 2022. Seules les obligations financières subordonnées restent sur des niveaux supérieurs. Sur les actions, même effet. Après un pic de volatilité mi-mars, l'indice MSCI World Local Net Return est reparti à la hausse pour s'adjuger un gain de 7,4% sur le trimestre. Donc, après avoir touché un point bas début mars, les primes de risque des actions Big Caps aux États-Unis et en Europe sont légèrement reconstituées, mais restent loin de leur moyenne historique. Donc on continue de diversifier nos allocations là où nous trouvons plus de valeur. Actions Small et Mid Caps, actions sur les entreprises environnementales grâce à leur croissance structurelle, actions japonaises et chinoises et d'une manière plus globale sur les obligations en privilégiant les corporates. Merci pour votre écoute, je vous donne rendez-vous en juillet pour faire le point sur la première moitié de l'année. D'ici là, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur les profils, les stratégies et les supports. Merci, à très bientôt. Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portsenpartgestion.fr. Merci.